Donc, nous sommes ici pour parler de la pompe à chaleur en réponse aux obligations dans le bâtiment. Et donc, nous allons faire cette présentation à deux voix avec Paul Garrett, qui est un de nos grands spécialistes sur la pompe à chaleur au département recherche et développement d'EDF. Et puis moi-même qui suis plus sur la partie commerciale, prescription et partenariat auprès des acteurs de l'immobilier. Donc un petit rappel sur les objectifs gouvernementaux aujourd'hui, sur les objectifs de décarbonation du pays. Le bâtiment, il faut le savoir, compte tenu de ce qui est en train de sortir de la SNBC 3, de toutes les contraintes environnementales et réglementaires au niveau européen, a des objectifs très forts de réduction. Donc on le voit, on va devoir réduire d'environ 60% nos émissions de gaz à effet de serre sur le bâtiment à l'horizon 2030, donc c'est-à-dire dans 4-5 ans. Et donc il va falloir faire le même trajet en 4 ans, 5 ans que ce qui a été fait sur les 30 dernières années, à peu près en termes de réduction des émissions. C'est vous dire que le challenge est grand et que les pouvoirs publics mettent un ensemble de textes réglementaires pour inciter ou contraindre à mettre cela en place dans le bâtiment. Notamment, alors je ne vous ai pas refait tous les textes de loi qui se sont appliqués parce qu'il y en a un certain nombre, mais je vous ai fait la synthèse de ce qui est en train de paraître, qui est la stratégie nationale bas carbone 3 et qui, vous le voyez, fixe cette trajectoire de décarbonation qu'on a déjà pu voir un peu avant sur la course contre la montre, qui fixe des objectifs de sortie des chaudières fuel et gaz à très court terme, dans le résidentiel comme dans le tertiaire, qui a des objectifs d'éradication des passoires énergétiques, ce qui reprend ce qui a été fait dans la loi climat et résilience et ce qu'on retrouve aussi dans le décret tertiaire pour le tertiaire. Et puis, elle s'appuie sur une technologie qui est la PAC, puisqu'il prévoit une installation massive de la pompe à chaleur, dont on vous donnera les possibilités juste après. Et puis, elle fixe des objectifs en termes de rénovation. Alors vous savez que les slides, tout est disponible en replay sur le site après, donc vous pourrez les reprendre. Et puis à côté de ça, il y a encore d'autres textes européens qui sont en train d'arriver, où la transcription est en cours, notamment tout ce qui est ETS2. C'est quoi? C'est les quotas CO2 principalement qu'on trouvait auparavant sur l'industrie et qui maintenant vont venir s'appliquer sur l'ensemble des énergies fossiles, y compris dans le résidentiel et le tertiaire. Donc c'est des nouvelles taxes qui vont apparaître sur le gaz à l'horizon 2028. Et puis des directives d'efficacité énergétique des bâtiments qui ne sont pas encore complètement prises en compte, mais qui sont en cours de transcription et qui devraient apparaître d'ici la fin de l'année dans les textes législatifs. Pour sortir des énergies fossiles, les dernières études qui ont été faites disent voilà, il faut un ensemble de solutions, mais on le voit, la solution prédominante, le principal levier, c'est le changement d'énergie dans le bâtiment. Pour un poids de 70% de l'effort à réaliser. D'où il faut trouver des solutions décarbonées et la pompe à chaleur en est une. Alors bien sûr, ça va avec les actions de sobriété, d'efficacité énergétique, donc de tout ce qui est isolation, etc. Et puis l'intégration de nouvelles énergies. Mais voilà, ça reste le poids le plus important. Alors pourquoi la pompe à chaleur est considérée comme une solution clé pour le bâtiment? Parce que en moyenne, pour 1 kWh d'électricité achetée ou injectée, vous avez 3 à 4 kWh de chaleur restituée dans le logement ou dans le bâtiment. Donc en gros, il y a 3 à 4, enfin il y a 2 tiers entre 2 tiers et 3 quarts de l'apport qui sont des énergies renouvelables, parce que c'est des énergies captées dans l'air, dans l'eau ou dans le sol. Et ça peut être restitué sous n'importe quel vecteur. Donc ça peut être restitué soit dans vos radiateurs classiques si vous avez des réseaux hauts, soit par l'air, comme ce qui est souvent connu comme les climatiseurs, etc. L'avantage, il y a 4 avantages à cette solution. 1, la décarbonation, puisque vous le voyez, on utilise de l'électricité qui, en France, a la chance d'être à 98% décarbonée.
Et le reste, ce n'est que des énergies renouvelables par la captation dans l'air, dans l'eau ou dans le sol. 2, efficacité énergétique. Comme je vous disais, pour 1 kWh, acheter 3 à 4 kWh restitués dans le bâtiment. Ce qui fait que ça agit sur le pouvoir d'achat en baissant les factures. Même si le gaz est un peu moins cher aujourd'hui que l'électricité, comme là, vous divisez votre consommation par 4, de fait, vous revenez à des prix beaucoup moins importants. Et puis, ça joue pour l'indépendance énergétique, puisqu'on est sur de l'électricité produite en France et où on s'exonère de toutes les contraintes géopolitiques. Je vais passer la main à Paul, qui va vous expliquer un peu plus dans le détail le marché de la PAC. Oui, alors donc, nous allons parler d'abord du marché dans le logement collectif, puis dans le tertiaire. D'abord, je commence par le marché des pompes à chaleur en collectif neuf. Donc, comme vous le savez, la construction neuve n'est pas forcément en grande forme, mais néanmoins, depuis l'arrivée de la RE 2020, et donc en réponse à la RE 2020, on a voilà, une augmentation forte des ventes de pompes à chaleur et donc un taux d'équipement qui est autour de 40 à 50% des logements neufs qui sont équipés de pompes à chaleur en chauffage et en eau chaude sanitaire. Ça n'empêche pas qu'il reste d'autres énergies. Il y a aussi un tiers des logements qui sont équipés de gaz, par exemple, en chauffage et en eau chaude sanitaire. Donc c'est encore possible. Mais voilà, en tout cas, le marché a été bien dynamisé par l'arrivée de la RE 2020. Et la plupart des systèmes qui s'installent actuellement sont des pompes à chaleur dites collectives, donc centralisées pour l'ensemble des logements, l'ensemble du bâtiment finalement, ou plusieurs bâtiments à la fois. Alors ça, c'est le marché du neuf. Mais le marché du neuf, c'est long à commencer à avoir de l'impact sur le parc, hein, finalement. Donc quand on regarde le parc, actuellement, on a seulement 3% des logements qui sont équipés de pompes à chaleur. Donc on part de très très loin. On a très peu de pompes à chaleur installées sur le parc. Et on a d'autres types de systèmes qui sont installés d'ores et déjà, donc des réseaux de chauffage urbain qui alimentent à peu près 13% des logements. On a également des chaudières gaz individuelles pour un peu plus d'un quart des logements, du chauffage électrique pour un peu plus d'un tiers des logements, donc un chauffage électrique individuel, et puis des systèmes collectifs, donc des chaufferies collectives au gaz et au fioul, qu'il nous faut reconvertir justement pour pouvoir décarboner, électrifier et voilà, et essayer de réduire aussi, faire des économies d'énergie. Donc tout ça, c'est évidemment alors ça vous montre la diversité des solutions qu'il faut utiliser pour pouvoir rénover les différents segments, parce qu'on ne fera pas tout avec une seule type de pompe à chaleur. Ça, c'est pas possible. Donc en général, on me pose toujours la question quel type de pompe à chaleur pour le logement collectif? Je dis il y en a plusieurs. En fait, il en faut tout un panel de solutions différentes pour pouvoir répondre aux différents cas qui se présentent. Donc aujourd'hui, on va se focaliser justement sur la rénovation des chaufferies et les systèmes collectifs, donc à eau, principalement pour remplacer les chaufferies. Alors, quand on regarde le tertiaire... AO, ça veut dire RO. Oui. Donc RO, RR, OO, OO c'est les pompes à chaleur géothermiques. Voilà, donc RO, quand on dispose d'un circuit d'eau, on va plus naturellement sur les systèmes à eau pour les reconvertir. Donc le secteur tertiaire, alors, il est composé de différentes branches qui consomment des niveaux d'énergie, comme vous le voyez, assez différentes les unes des autres. Avec en bleu en bas c'est le fuel, en rouge c'est le gaz, la biomasse en vert et puis l'électricité en violet. Donc on voit que les différentes branches, donc les principales branches sont les commerces, les bureaux, enfin celles qui consomment le plus, au moins la santé, les cafés, hôtels, restaurants. Mais alors ça c'est la consommation totale. Mais quand on regarde les consommations de chauffage du secteur tertiaire, c'est très différent. Et comme vous le voyez, on a énormément de consommations qui sont réalisées à base d'énergie fossile, fuel et gaz. L'électricité n'apparaît plus beaucoup, on va dire. Il y a seulement... alors le chauffage, déjà, dans son ensemble, représente 50% des consommations du secteur tertiaire, donc c'est pas négligeable. Mais le chauffage électrique, lui, c'est que 20% des consommations de chauffage du secteur tertiaire, donc c'est finalement assez peu. Et dans la consommation de chauffage électrique, c'est principalement du chauffage électrique direct, à résistance, effet Joule. C'est pas de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est seulement 3,6% de la consommation du chauffage. Donc c'est pareil qu'en logement collectif, 3%, 4%, on est sur le même ordre de grandeur. Donc les systèmes thermodynamiques en tertiaire sont utilisés pour faire du froid. Ils ne sont pas utilisés pour faire du chaud actuellement. Donc ça, c'est un enjeu qui fait partie des 3 enjeux principaux. Il y en a un, c'est remplacer le chauffage électrique par des pompes à chaleur pour pouvoir faire des économies d'énergie, comme l'a montré Nathalie. Le deuxième, c'est décarboner en remplaçant les chaudières par des pompes à chaleur. Et le troisième, c'est aussi substituer des systèmes de climatisation qui font que du froid, on appelle ça froid seul,
par des systèmes qui sont réversibles, qui font le froid et le chaud. Donc lorsque les systèmes arrivent en fin de vie, il y a un enjeu à se dire, bah tiens, est-ce que je ne peux pas faire le chaud aussi avec mon système d'eau glacée, enfin à eau glacée, les chillers notamment, et voilà, faire d'une pierre deux coups et remplacer à la fois la climatisation mais le chauffage aussi. Alors, quel type de pompe à chaleur on peut trouver, que ce soit en logement collectif ou en tertiaire, en termes de système centralisé, hein, je répète, on ne parle pas des systèmes individuels aujourd'hui. Donc il y a des pompes à chaleur RR qui sont collectives à détente directe qu'on appelle DRV, donc à débit de réfrigérant variable. En gros, c'est des gros multisplits avec plusieurs unités intérieures dans les bâtiments. Ça convient très bien au secteur commerce, bureau, café, hôtel, restaurant notamment. On a également la pompe à chaleur géothermique qu'il ne faut pas évacuer. C'est des systèmes qui sont très performants, qui peuvent être sur sonde verticale, donc directement dans le sol. Donc il faut un petit peu de place évidemment pour installer le forage, hein, les forages. Et puis aussi les pompes à chaleur sur nappe phréatique qui sont aussi très efficaces si on est par exemple en bord de rivière. Il y a souvent des nappes phréatiques en bordure de rivière qui peuvent être utilisées. On vient capter dans la nappe, on vient rejeter, on vient prendre de l'énergie dessus. Il y a des règles à suivre évidemment quand on fait ça, mais ça fonctionne très bien avec de très bons coefficients de performance, encore supérieurs à ce qu'on peut avoir sur le système AR. Et ensuite, on a ce qui est plutôt, on va dire, nouveau, les pompes à chaleur RO, qu'on essaye de déployer plus massivement parce qu'elles sont un peu moins chères à l'investissement. Donc de moyenne forte puissance, entre la puissance des maisons individuelles et la puissance de l'industrie. Hein, donc on est plutôt sur entre quelques dizaines de kilowatts à quelques centaines de kilowatts. Donc de plus en plus avec des fluides naturels, CO2, propane. Ça c'est la réglementation européenne sur les gaz fluorés qui les fait disparaître progressivement pour avoir moins d'impact sur l'effet de serre. Et donc du coup des fluides de plus en plus naturels. Avec aussi de la modulation avec plusieurs compresseurs à vitesse fixe pour pouvoir faire de la modulation de puissance, donc de l'étagement de la puissance, ou alors des compresseurs à vitesse variable comme on a dans l'individuel. Donc là on peut faire varier la fréquence de rotation du compresseur et donc la puissance du système qui sort du système. Et puis des assemblages aussi pompe à chaleur, plus ballon de stockage, plus réchauffage de la boucle de distribution, qui peuvent tout à fait rétrofiter des systèmes collectifs de production d'eau chaude sanitaire. Donc ça existe également. Donc quand on parle de ces types de systèmes, il y a trois aspects clés, on va dire. D'une part, il faut dimensionner le système au plus juste, parce que la pompe à chaleur coûte cher, comme on le voit sur le dernier point. C'est l'investissement global qui est relativement important. Donc, on essaye de dimensionner le système au plus juste. Et on essaye de ne pas surdimensionner la chaufferie à x2 ou x3, comme on pouvait le faire avec des chaudières, parce que la chaudière ne coûtait pas forcément très cher à l'achat. Donc, on pouvait mettre un peu plus de surpuissance. C'est pas ce on va voir le dimensionnement juste après. Le deuxième point, c'est l'intégration à soigner. Donc, à la fois l'intégration génie civil. Au minimum, il y a une dalle à faire comme la photo d'en bas à gauche, voilà ici. Sinon, il y a des intégrations en toiture possibles. Il y a aussi des protections, sécurité, esthétique, acoustique à rajouter pour intégrer les pompes à chaleur dans leur environnement. Ça se fait tout à fait. C'est déjà fait dans le tertiaire depuis des années avec les groupes froids, justement. Donc on sait faire, mais il faut le déployer aussi sur le collectif, ce qui peut être un peu plus compliqué, notamment quand on est en centre urbain dense. On a beaucoup de bâtiments à proximité. Et puis dans l'objectif évidemment de limiter l'investissement global comme je disais. Alors le dimensionnement. Dimensionnement des pompes à chaleur avec appoint électrique, donc on va dire en 100% électrique. Donc là-dessus on a réalisé un travail, donc il y a un guide de l'AFPAC qui sort et qui est présenté cet après-midi, donc si ça vous intéresse, en tout cas le guide est en téléchargement libre à l'AFPAC, sur le dimensionnement des pompes à chaleur en chauffage en 100% électrique. Donc ce qu'on va essayer de viser, c'est qu'on va faire un calcul des déperditions du bâtiment. Donc ça, on va le voir aussi, par la suite, mais qui nous permet de caler les déperditions du bâtiment à la température de base du lieu. Donc ça, c'est fonction de l'endroit où on se situe en France et de l'altitude. Il y a des réglementations qui s'appliquent. Donc par exemple, si on est en région parisienne, la température de base, c'est -7. On va calculer nos déperditions à -7. Donc le bâtiment va déperdre de temps. On va l'aborder ce point après. Et on va dimensionner la pompe à chaleur légèrement en dessous, entre 80 et 100% des déperditions, pour justement limiter son coût d'investissement, hein, limiter sa puissance et son coût d'investissement. Et on va rajouter un appoint électrique pour faire le complément, pour avoir un petit peu de sécurité. Cet appoint électrique, l'idée, c'est pas qu'il intervienne tout le temps, c'est qu'il intervienne que les jours très froids, que pour sécuriser l'installation finalement. Et du coup, la puissance qu'on rajoute en appoint électrique est relativement peu chère par rapport à la puissance de pompe à chaleur. Alors ensuite, cet appoint électrique, dans le guide c'est détaillé, donc vous pourrez le consulter. L'idée c'est que quand on est en logement individuel, l'appoint électrique, on va chercher 120% des déperditions. On va essayer de monter à 120% pour avoir un peu de sécurité.
En général, c'est fait pour les périodes de relance. C'est-à-dire que la nuit, souvent, on met en réduit la température. Et le matin, quand on redémarre le système, on relance. Donc on a besoin d'un peu de surpuissance pour rattraper la consigne et rattraper le niveau de confort dans le bâtiment. Donc là, en logement collectif, on va faire la même chose, sauf qu'on va essayer de limiter cette surpuissance au plus possible, sachant que plus on a de logements, moins il est probable que tous les logements relancent en même temps. Donc en général, ce qu'on a fait comme règle, c'est qu'on est parti des 120% de l'individuel, et puis ensuite on décroît vers 100, 105% quand on a un grand nombre de logements, où on a une grosse puissance installée. L'idée de ça, c'est de diminuer la puissance de l'appoint électrique, de diminuer aussi la puissance de la pompe à chaleur, pour que le raccordement électrique soit plus simple. Parce que le raccordement électrique coûte, notamment quand on remplace des chaufferies gaz ou fioul, hein, on a des raccordements électriques du bâtiment qui sont très faibles en termes de puissance, donc il faut refaire le raccordement électrique. Donc ça, il y a un très bon guide également qui est paru à l'AFPAC l'année dernière, en milieu d'année, donc sur le raccordement électrique, qui a été rédigé avec Enedis, et qui permet justement de voir dans quel cas on se trouve de raccordement électrique en fonction de la puissance installée, et en fonction de ce qu'il faut faire sur le réseau pour pouvoir modifier le raccordement, et du coût approximatif que ça représente. Ça ne remplace pas un vrai chiffrage auprès d'Enedis, mais ça permet d'avoir un peu une enveloppe de coût de ce raccordement électrique. Voilà, donc la pompe à chaleur entre 80 et 100%, et puis l'appoint, minimum 120% si on a très peu de logements, et puis on va tendre sur 105%, un peu plus de 105% si on a beaucoup de logements. Alors, j'en ai parlé rapidement, mais le calcul des déperditions, c'est un point clé. Ça paraît simple. Évidemment, on se dit, bah oui, on a un bâtiment, il faut savoir combien il déperd. Mais ce n'est pas si simple que ça dans la vraie vie, dans la réalité. Parce que quand on est en bâtiment neuf, on dispose d'un calcul, de modélisation thermique du bâtiment, avec l'ensemble des parois, leur géométrie, les isolants qu'on installe et compagnie. Mais ce n'est pas toujours le cas en rénovation déjà. Parfois, on a des bâtiments qui sont très anciens, on n'a plus de plans ou plus de plans à jour. Donc c'est pas toujours évident d'estimer correctement les déperditions. Donc c'est un vrai point clé. Et dans le calcul des déperditions, on entend les déperditions des logements, évidemment, donc toutes les parois qui donnent sur l'extérieur, ou sur les endroits non chauffés du bâtiment. Mais on inclut aussi les pertes thermiques des réseaux, parce qu'entre la pompe à chaleur et les locaux techniques, et entre les locaux techniques et les logements, il y a des réseaux hydrauliques qui peuvent perdre pas mal en fonction de leur niveau d'isolation. Il y a des points singuliers qui ne sont pas forcément isolés, il y a des traversées de murs. Et donc c'est très important de bien les estimer, de bien rajouter cette surpuissance. Ensuite, on a aussi des ponts thermiques qui peuvent être plus ou moins bien calculés, des infiltrations. Et puis, on a aussi des défauts à la fabrication des bâtiments. On en est tous conscients plus ou moins, mais on évacue un petit peu ce point-là. Il peut y avoir des malfaçons à la construction du bâtiment ou à la réhabilitation des bâtiments. On peut isoler à peu près correctement les parois, et puis par contre, les points singuliers sont maltraités, et il faut prendre une petite sécurité par rapport à ça. Il ne s'agit pas d'aller sous-dimensionner trop des installations pour qu'après les gens n'aient pas le confort dans les bâtiments non plus. Ce n'est pas ce que je fais passer comme message. Alors ça, c'est le calcul, on va dire, un peu théorique, par modélisation thermique, dynamique ou statique. Mais après, on peut aussi corriger ce calcul par rapport aux consommations réelles du bâtiment. Et ça, c'est un point qui peut être assez intéressant, notamment sur les chaufferies gaz. Avec les derniers compteurs Gaspard communicants, on peut récupérer les consommations journalières de gaz sur plusieurs années, sur les années précédentes. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir une vraie consommation du bâtiment pour pouvoir essayer d'estimer encore ou de recaler le niveau de déperdition réel du bâtiment. Et donc l'idée, c'est même d'aller plus loin que ça. C'est pas d'avoir les consommations journalières, mais c'est d'avoir les consommations horaires. Parce que quand on a une monotonne de puissance comme on a ici, donc ça c'est l'ensemble des jours de l'année, et très peu de jours dans l'année, on a une très forte puissance. C'est dû justement aux surpuissances de relance. Mais ça, c'est quand c'est enregistré avec un pas de temps très fin de quelques minutes. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'avoir les consommations horaires. Donc il y a des possibilités de rajouter des compteurs d'impulsion sur les compteurs gaz, pour pouvoir avoir une bonne idée de la consommation horaire, de sorte à recaler le niveau de puissance, le niveau de déperdition, plutôt le niveau de puissance nécessaire sur une heure, donc ce qui est plus proche des vraies déperditions du bâtiment. Et donc à partir de là, quand on a par exemple, on peut avoir une monotone où on est à 500 kW, mais quand on a recalé, on est à moins de 400 kW quand on est en consommation finalement horaire. Et donc après, à partir de là, on fait son dimensionnement comme on l'a vu sur le slide précédent. Alors, en hybridation. En hybridation, ce qu'on appelle l'hybridation, c'est l'installation de pompe à chaleur avec la chaudière gaz. Donc soit une chaudière gaz neuve, soit les chaudières gaz existantes qu'on va conserver, ou une partie des chaudières qu'on va conserver.
Donc là, on va plutôt dimensionner un peu plus faiblement la pompe à chaleur, donc plutôt autour de 50% des déperditions. Et on va faire le complément avec la chaudière gaz. Alors pourquoi ça? On va le voir tout de suite. L'idée, c'est de se dire, il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui vont vous procéder des dimensionnements encore beaucoup plus faibles. Donc plutôt autour de, on va dire, 30% à la grosse. Mais 30%, en théorie, est-ce que ça permet d'avoir un taux de couverture de la pompe à chaleur sur les besoins de chauffage suffisant? Alors on aurait tendance à dire oui. Si on regarde voilà, un fonctionnement comme on le voit sur la gauche, là, avec la PAC qui fonctionne tout le temps, toute l'année, jusqu'à température très froide, eh bien, théoriquement, quand on fait le calcul, oui, on arrive à peu près à 30% des déperditions, ça fait à peu près 70% des besoins de chauffage couverts par la PAC. Néanmoins, quand on est en réalité, quand on fait un assemblage pompe à chaleur hybride ou hybridation de chaufferie, on a tendance à arrêter la pompe à chaleur à partir d'une certaine température. On peut l'arrêter directement en dessous de zéro, on dit bah non, la pompe à chaleur ne la fait plus fonctionner. Ou alors on peut utiliser des critères de bascule qui sont basés sur soit l'énergie primaire, soit le COP de la PAC, en fonction justement du coût du kilowattheure fourni par exemple. Et là, en fait, il y a des phénomènes il y a aussi le fait de mettre la pompe à chaleur sur le circuit hydraulique. Il faut choisir son endroit, il faut bien choisir son emplacement. Et en fonction de l'emplacement où on le met, eh bien, la chaudière peut venir grignoter un peu la part de pompe à chaleur. Et puis le critère de bascule également, le critère de bascule, on va arrêter la pompe à chaleur plus ou moins tôt, donc ça va venir aussi grignoter sur le taux de couverture de la pompe à chaleur. Donc tout ça pour expliquer que dans la vraie vie, en fait, on va avoir un mode de régulation qui va impacter finalement le taux de couverture, et on peut se retrouver dans le cas final où on est en alterné. C'est-à-dire que la pompe à chaleur marche jusqu'à une certaine température, puis après c'est la chaudière qui fait tout le reste. Alors quand on fait ça, un dimensionnement à 30%, ça ne suffit plus. Parce que là, on n'aura pas un taux de couverture de 80% ou de 70% derrière. Ça, c'est pas possible. Donc du coup, notamment en plus, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que souvent le chaude sanitaire, on ne le traite pas. On traite que le chauffage. Donc du coup, on a une chaufferie, 25% de consommation en ECS, 75% en chauffage. Les 25%, on ne les traite pas. Et les 75%, si on a un taux de couverture de pompe à chaleur qui est seulement de 30 ou 40% au lieu des fameux 70 qu'on avait envisagé au départ, finalement on aura une décarbonation du bâtiment qui sera relativement faible. Donc c'est pour toutes ces raisons, donc hydraulique, régulation, facilité aussi de compréhension de la régulation par les gens qui interviennent en exploitation, en installation, qu'on va plutôt préconiser ce fameux 50% AT base plutôt que 30%. Parce que si on veut sécuriser un taux de couverture de pompe à chaleur de 70 à 80%, c'est important de dimensionner selon ce principe toujours autour de 50%. Alors c'est à moduler en fonction de la région en France évidemment, mais c'est plutôt l'ordre de grandeur. Et voilà ce que je voulais dire. Ouais, l'idée c'est aussi, en réponse aux réglementations du bâtiment, comme vous l'avez vu, maintenant il faut qu'on aille de plus en plus vite parce que plus on avance, plus on se rapproche de l'objectif, mais par contre le niveau d'installation des pompes à chaleur il reste très faible. Donc là il faut qu'on accélère. Et l'idée, c'est pas d'avoir 3 ou 4 rénovations de notre bâtiment jusqu'à 2050. On est déjà en 2026. Les installations, on les prévoit pour 15 ans, 20 ans. Si on attend 3 rénovations pour décarboner complètement les bâtiments, on n'y arrivera pas. Donc l'idée, c'est que si on met une installation hybride actuellement en 2026, que derrière, on a une étape de rénovation du bâtiment, après rénovation du bâtiment, la pompe à chaleur puisse couvrir quasiment 100% des besoins. Donc l'idée, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi dimensionner un peu suffisamment haut quand même, pas à 20-30%, parce que sinon, après rénovation du bâtiment, on ne couvrira toujours pas 100% des besoins, et puis on va devoir rajouter des pompes à chaleur ou en réisoler à nouveau. Donc ça fera 3 ou 4 étapes au lieu de 2. Quoi. Donc voilà, en résumé, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc la technologie pompe à chaleur est centrale pour répondre aux exigences réglementaires, donc environnementales aussi françaises et européennes, à la fois dans le bâtiment neuf et dans la rénovation, que ce soit rénovation globale du bâtiment, rénovation partielle du bâtiment ou substitution du système de chauffage finalement. Il y a un certain nombre de points de vigilance qui sont plus ou moins complexes à lever, comme on n'a pas tout détaillé tous les points aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, il faut les lever de façon méthodique. Ce n'est pas infaisable, ça se fait tout à fait en tertiaire et ça peut se faire en collectif sans problème. Néanmoins, il y a un calcul de dimensionnement, un calcul des déperditions qu'il faut vraiment essayer de chiader au mieux possible pour avoir vraiment un dimensionnement optimisé. Des installations hydrauliques à rénover. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais l'idée, c'est quand même d'abaisser les niveaux de température sur les réseaux d'eau
pour pouvoir avoir une meilleure performance des systèmes. Et puis, depuis début 2026, il y a quand même des aides financières qui ont été mises en place, qui sont importantes, notamment les C2E, les coups de pouce chauffage, qui viennent permettre d'investir plus facilement sur de nouvelles installations. Et il faut en profiter parce que ça permet quand même d'avoir des baisses des temps de retour assez importants. Et donc, ce serait dommage de s'en priver. Et puis, une filière qui monte en compétences progressivement. Donc, on voit, voilà, on commence à avoir beaucoup de questions du terrain, mais les filières d'installation de pompes à chaleur, les filières d'exploitation, de maintenance, tout ça, ça monte en compétences. Et donc, avec l'AFPAC, on travaille aussi avec les différents acteurs de la filière pour accélérer cette montée en compétences. Si vous avez quelques questions, peut-être il reste une minute ou deux. Alors, la production, effectivement, aussi des pompes à chaleur se fait de plus en plus en France ou en Europe. Il faut avoir ça en tête parce que souvent il y a ce doute. Et pour les C2E et autres, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur notre stand Excellence 1 où on pourra vous débriefer un peu sur tout ce qui est coup de pouce et accompagnement à la pompe à chaleur. Oui, bonjour. C'est bon, on vous entend. J'entends. Le système de MaPrimeRénov' copropriété qui s'applique aux immeubles collectifs prévoit et exige un niveau de 35% d'économie d'énergie en énergie primaire, ce qui pénalise considérablement l'énergie électrique et fait que l'utilisation d'une PAC dans un logement collectif en copropriété est absolument exclue de MaPrimeRénov' copropriété, à moins d'avoir un scope garanti d'au moins 4. Bon, est-ce qu'il est envisagé quand même des actions des acteurs pour obtenir encore une amélioration, voire une suppression de ce fameux coefficient d'énergie primaire qui était un non-sens en France puisque notre énergie électrique est totalement décarbonée? Alors, le coefficient d'énergie primaire a été abaissé fin d'année l'année dernière puisqu'il est passé de 2,3 à 1,9. Donc ça change peut-être un peu les calculs si vous les avez faits avant le changement de coefficient. Pourtant, moi j'ai vu un certain nombre, et si vous voulez discuter de MaPrimeRénov' de copropriété, on peut en discuter cet après-midi. On fait une conférence à 16h20 avec l'UNIS sur le sujet. Donc, il y a des solutions. Enfin, moi j'ai vu passer un certain nombre de solutions de rénovation en copropriété avec de la PAC et en chauffage collectif qui sont passées. Donc, il faut peut-être qu'on regarde vos calculs un peu plus dans le détail. D'autres questions? Oui, bonjour. Alors déjà, première remarque, actuellement, EDF n'est pas en capacité de produire l'énergie électrique nécessaire si tout le monde se met à installer de la pompe à chaleur. L'industrie automobile revient sur le 2030, passe à 2035 à cause des véhicules électriques. Donc, qu'est-ce qui en est pour les PAC? Et autre chose, quand vous parlez de rénovation, vous avez omis de parler des terminaux. Parce que avec les pompes à chaleur, on n'aura pas les mêmes températures d'eau. S'il faut se mettre à changer tous les terminaux en rénovation, le coût ne va pas être le même. Les diamètres de tuyauterie ne seront pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'il est vivement conseillé de mettre une PAC à 75% qui va tourner pendant les périodes chaudes ou pas très froides. Et autre chose, quand vous parlez de votre PAC, qu'est-ce qu'il en est quand on est à moins 4 ou moins 7 pour le complément électrique? Alors, je vais juste répondre sur le premier point, puis je laisserai sur la partie production d'électricité. Je ne sais pas si vous avez entendu les dernières infos. Aujourd'hui, toutes les installations fonctionnent à plein. À l'horizon 2030, il est prévu qu'on ait 150 TWh de surplus de production. Déjà, l'année dernière, on a battu encore un record d'exportation parce qu'on avait de la surproduction. On était à 89 TWh qui ont été exportés. La nouvelle PPE qui devrait sortir d'ici quelques mois, voire jours même, en semaine, entre semaine et mois, met en place toutes les dispositions pour qu'on n'ait absolument aucun manque d'électricité. Donc le manque d'électricité, c'est totalement faux.
Il n'y a absolument plus aucun problème depuis. Alors, c'est pas parce qu'il y avait eu la crise énergétique où tout le monde s'était rabattu sur l'électricité et qu'on avait eu à ce moment-là un certain nombre de problématiques. On n'y est plus du tout. Comme je vous dis, on est largement sur production aujourd'hui. Pour les questions techniques, je suis désolé, on doit laisser la place à la conférence d'après, mais pour les questions techniques, je viens vous répondre en direct si vous voulez, juste après. Juste un point, parce que vous dites changer de terminaux. Moi, je suis passé d'une chaudière fuel, à titre personnel, d'une chaudière fuel à une PAC. Ça fait 7 ans. Et j'ai gardé mes radiateurs fonte et je n'ai absolument aucun problème. Ben, c'est ce que j'avais. Donc. Merci à tous et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand si vous avez d'autres questions.